Good evening. My name is Virginie. Bonsoir, je m'appelle Virginie Mangin, je suis journaliste à Suisse Info et j'allais dire que je suis heureuse d'être la modératrice de cet événement et c'est vrai, mais je suis également très émue de pouvoir le faire. Je remercie les intervenantes qui sont sur la scène et je remercie le festival de m'avoir donné cette possibilité. La salle est comble et j'ai entendu que vous avez beaucoup apprécié le film. Merci d'être venu. Je vais poser les questions en anglais pendant 45 minutes environ et ensuite je vais prendre les questions du public. Vous pouvez poser votre question en français. Je peux faire l'interprète, dit Madame Mangin. Très bien, je voudrais vous présenter nos quatre intervenants. À ma droite, nous avons les deux co-réalisatrices, Amy Williams et Elia Hussein. Merci d'être venus. Ensuite, nous avons Nargis Nehan. J'espère que j'ai bien prononcé votre nom de famille. Elle est militante des droits des femmes en exil et ancien membre du cabinet en Afghan. Nous avons vu son travail dans le film. Et Phil Lynch est directeur de l'ISHR, Service international pour les droits humains. Phil, votre ONG participe à une campagne mondiale contre l'apartheid de genre et pour le reconnaître comme crime contre l'humanité. Merci d'être venu. I'll jump right in. Eh bien, entrons dans le vif du sujet. Le temps nous est compté. Je voudrais ménager le temps de répondre aux questions du public. Je vais poser des questions à Ella et à Amy. Comment vous est venue l'idée de ce film? Vous avez commencé le travail en Grèce et le tournage s'est terminé à Toronto. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Je crois que les microphones sont déjà allumés. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais tout d'abord vous remercier de votre présence d'avoir assisté à la première mondiale de notre film. Ce film a été très difficile à tourner et je suppose qu'il est difficile à regarder. Même ce soir, lorsque je l'ai regardé pour la énième fois, j'ai été frappée par ce film sur lequel nous avons travaillé pendant 2 ans. Nous sommes honorés d'être en Suisse, l'un des 4 pays seulement qui a un statut d'asile automatique pour les femmes et les filles afghanes. Mais je pense que le Parlement, ce statut est un peu menacé au Parlement. Je suis américaine. J'ai déménagé en Grèce il y a 5 ans. J'ai été émue par la crise humanitaire en cours en Grèce et je suis cinéaste et j'ai également fondé avec des collègues une ONG internationale qui s'intitule Global Girl Media. Nous éduquons des jeunes filles au journalisme et aux médias et nous avons ouvert un bureau à Athènes pour les femmes réfugiées afghanes, iraniennes, syriennes et grecques. Ce projet, c'était l'idée de ces jeunes femmes qui savaient que les parlementaires allaient se rendre en Grèce avant de terminer leur voyage au Canada. Et plusieurs ont reçu l'asile temporaire à Athènes. Et ces jeunes femmes et moi-même allions les retrouver. Cela ne faisait que quelques semaines qu'elles avaient quitté leur pays. Elles étaient sous le choc, elles étaient en colère, mais elles ont toujours été résistantes, fortes, et elles n'ont jamais cessé de travailler. Je n'oublierai jamais ce village de pêcheurs grecs où elles étaient plusieurs dans des chambres un peu délabrées. Vous l'avez vu dans le film.
Elles faisaient un peu de sport ensemble le matin. Ensuite, elles se mettaient à travailler, à planifier, à réagir aux décrets qui tombaient. Elles allaient marcher sur la plage. Et l'une d'entre elles a inscrit dans le sable, nous n'oublierons jamais l'Afghanistan. Et les vagues sont venues effacer leur écriture. Je ne savais pas où nous allions avec ce film. Je vivais un petit peu avec elles, leur douleur. Certaines autres femmes étaient en Grèce en situation irrégulière. Elles parlaient la langue, elles partageaient la douleur de Nargis, elles admiraient Nargis et pensaient qu'elle était source d'espoir, l'espoir de retourner en Afghanistan. Lorsque nous avons commencé le tournage, nous n'avons jamais pensé qu'elles allaient rester si longtemps au Canada, qu'elles allaient pouvoir revenir au pays et que les talibans ne seraient plus qu'un mauvais rêve. Alors, au Canada, j'ai contacté une productrice canadienne, Nadine et Elia, et nous avons lancé le chantier au Canada. L'une des Global Girls de l'équipe d'origine de Grèce, Andréana, est dans la salle ce soir. Donc, voilà la genèse du projet. Merci, Amy. Je crois que ce qui frappe dans ce film, entre autres, c'est les liens d'intimité que vous avez noués avec ces femmes. Nous avons l'impression d'être dans la pièce avec elles. Était-ce difficile d'établir cette confiance? Eh bien, nous avons beaucoup travaillé au Canada chez des ancêtres iraniennes. Je connais ces sujets, elles se sentaient à l'aise avec moi, et plus je passais de temps avec elles, plus elles s'ouvraient. Nous avons quand même tourné pendant plus d'1 an avec elles. Avec le temps, la confiance s'est renforcée. Et nous avons beaucoup parlé ensemble hors tournage également. Nous voulions qu'elles s'approprient l'histoire, qu'elles racontent l'histoire qu'elles avaient envie de raconter. Et surtout, nous ne voulions pas leur causer des problèmes à leur famille, mettre leur famille en danger. Et elles nous ont fait confiance. Et c'est toujours un défi lorsque l'on fait un documentaire, c'est de gagner la confiance de vos protagonistes. Cela prend du temps, c'est un peu long, mais dans ce cas, je pense que c'était formidable. Oui, les femmes, les 3 protagonistes en Grèce se connaissaient déjà. Et toutes se sont dit qu'elles voulaient participer. C'était un grand risque, surtout pour Zefnoun, qui a toujours 2 filles en Afghanistan et qui sont cachées. Et elle a couru de grands risques pour participer et apparaître dans le film. Vous avez parlé des risques. Nargis, est-ce que vous avez l'impression que certains membres de votre famille ou des familles des autres protagonistes pourraient être à risque après la sortie de ce film? Merci beaucoup. Avant de répondre à votre question, je dois remercier les réalisatrices de ce film. Le voyage a été long et difficile, le voyage du film, je veux dire. En regardant le film, je me remémorais toutes nos discussions et je me disais que nous utilisons peut-être pour la première fois la technologie pour documenter l'injustice qui a été infligée à une société par des superpuissances. Mais nous documentons également la résistance de cette même société. Ce document va rester et des générations pourront voir ce qui s'est passé, ce qui est arrivé à l'Afghanistan et à quel point la population a été résiliente. Merci beaucoup. Maintenant, pour revenir à votre question concernant la sécurité des protagonistes et leurs familles, ce n'est qu'un documentaire. Je discutais à une femme
alors qu'on planifiait une manifestation, je leur disais, mais cachez votre visage, il ne faut pas que l'on vous reconnaisse. Mais elles étaient tellement en colère et tellement, elles avaient tellement de douleur qu'elles ont dit, je voudrais que les talibans me voient, que le monde me voit et, et que tout le monde voit à quel point je suis en colère. Donc les femmes sont descendues dans la rue, elles ont manifesté pour leurs droits, elles ont pris tous ces risques pour montrer au monde à quel point elles étaient en colère après ce qui est arrivé à l'Afghanistan. On parle de héros, héroïnes, résilients, personnes résilientes. Ce n'est pas facile quand vous avez les talibans devant vous, fusil aux mains, et vous criez « Liberté, liberté ». Ce n'est pas facile. Le 22 mars, c'est la rentrée scolaire en Afghanistan. C'est la 3e année où les filles attendent de savoir quel sera leur sort, mais elles ne seront pas admises à l'école. Ce ne sera pas facile. Le mois de mars, cela a toujours été le mois où les parents achetaient les vêtements, les sacs à dos. Et le 22 mars, après le premier jour de l'année, cela a toujours été le premier jour de l'école. Et pour la 3e fois, les filles n'ont pas le droit d'y aller. Les talibans ont émis 90 décrets qui privent les femmes de tous leurs droits. Il n'y a plus aucun droit, sauf d'être battues. Dans le film, lorsque Zefnoun parlait à sa famille en Afghanistan, je ne sais pas si vous avez prêté attention à ce qu'a dit cette petite fille. Elle a dit « Je n'ai qu'un espoir, c'est de m'échapper d'Afghanistan ». Ma question à vous et à tous les gouvernements, c'est est-ce que vous êtes d'accord pour accueillir 40 millions de personnes? Vraiment? Si vous ne l'êtes pas, alors rendez-nous service, allez voir vos députés, vos gouvernements et dites-leur qu'il faut résoudre la situation en Afghanistan. Sinon, pensez à cette petite fille dont le seul espoir, c'est de pouvoir quitter son pays. C'est loin des espoirs que nous avions naguère. Je me suis rendue dans la partie la plus conservatrice de l'Afghanistan et les petites filles me disaient « Nous voudrions aller à l'école et devenir ministre comme vous ». Maintenant, elles disent « Je voudrais m'enfuir ». Voilà. Merci de ce témoignage. Je pourrais vous poser beaucoup de questions sur ce que vous venez de dire, mais en voici une. Il est très difficile de recommencer sa vie en exil. Nous voyons la douleur dans le film. Est-ce que vous regrettez d'avoir quitté l'Afghanistan? Oui, je le regrette tous les jours. Plusieurs fois, lorsque nous avons parlé des défis, non seulement les défis liés aux talibans, les défis avec nos alliés, les chantres de la démocratie. Maintenant, ils nous disent « Oh, mais vous n'êtes plus en Afghanistan, il faudrait que l'on parle aux femmes qui sont toujours en Afghanistan. » Nous étions chez nous quand les talibans ont pris le pouvoir. Nous n'avions pas d'autres passeports, nous n'avions même pas de visa dans notre passeport afghan. Mais nous avons vu que les choses allaient de mal en pis. L'évacuation d'urgence a commencé et nous avons pu venir ici. Alors, notre regret, c'est de ne pas être avec nos sœurs au pays en ce moment le plus difficile et la culpabilité nous ronge. En plus de cela, nous travaillons nuit et jour. Nous n'avons jamais de week-end. On le voit d'ailleurs dans le documentaire. Ce n'est qu'ainsi que nous pouvons réduire notre culpabilité. Mais nos alliés disent oui, mais nous préférons parler aux femmes qui sont restées en Afghanistan.
Oui, d'accord, mais nous sommes les amplificatrices de leur voix. À 3 reprises, nous avons dit, eh bien, faisons un groupe de 30, nous reviendrons, nous retournerons en Afghanistan. Les talibans pourront nous tuer, nous mettre en prison, mais faisons cela. Notre culpabilité est amplifiée aussi par ceux qui nous rappellent que nous ne sommes pas légitimes parce que nous ne sommes plus en Afghanistan. Nous ressentons très fortement votre engagement envers votre pays. Est-ce que vous avez l'impression que votre voix est encore pertinente à l'extérieur du pays? Comment faire entendre votre voix? Nous voyons qu'il est très important pour vous de continuer à plaider en faveur des droits des femmes afghanes. Comment faire en sorte que votre voix soit entendue en Afghanistan et à l'extérieur du pays? J'aimerais poser une question au public. Croyez-vous en l'humanité? Levez la main si vous croyez en l'humanité. Regardez le public. Leur avis à tous compte. Vous pourriez avoir toutes les femmes afghanes devant vous, mais pourquoi c'est moi? Ici, je vous parle de la situation des Afghanes parce que je suis afghane. Mais ce dont je parle, c'est de leurs droits. Et leurs droits sont universels. Et cela, c'est la responsabilité de chacun d'entre nous. Chacun et chacune d'entre nous. Je n'écoute plus ce que me disent les gens, si ce que je fais est pertinent ou non. Je sais quelle est ma lutte, je sais ce qui m'attend et je vais continuer à lutter. Et je continuerai à lutter tant qu'il y aura encore une femme sur la planète qui n'est pas libre. Personne ne devrait me demander si ce que je fais est pertinent ou pas. Nous devrions tous travailler pour l'humanité, l'égalité, la justice, et ceux qui œuvrent en ce sens, eh bien, ce qu'ils font est pertinent. Je voudrais revenir à la question de la sécurité, parce que nous savons que les conditions sur le terrain ne font qu'empirer et les talibans pourraient devenir de plus en plus durs pour ce qui est des droits des femmes. La réalisatrice a flouté l'image, mais est-ce que c'est toujours possible aujourd'hui de communiquer en toute sécurité avec des gens en Afghanistan? Est-ce qu'il y a des espaces pour cela? Eh bien, lorsque j'ai inauguré la plateforme au Canada, j'ai rencontré des gens et je leur ai dit, mais vous êtes peut-être têtus, mais vous n'avez certainement jamais rencontré d'Afghanes, parce que nous sommes beaucoup plus têtus que vous. Ce que je leur disais, c'est qu'on respecte leur stratégie et la manière dont ils souhaitent lutter pour leurs droits. Vous voulez lutter pour vos droits? Très bien, je suis là pour vous aider. Dites-moi simplement ce que je peux faire. Si vous pensez que la situation en Afghanistan n'est pas viable et vous ne voulez pas vous exprimer, eh bien, je me tiendrai à distance de vous. Donc oui, je suis en contact avec des milliers de femmes en Afghanistan parce que les gens comptent sur vous, elles comptent sur vous. Et grâce à toutes ces différentes plateformes que nous avons aujourd'hui, on peut recevoir des centaines de messages sur WhatsApp, des centaines sur LinkedIn, etc. Parce que les gens utilisent différents médias pour communiquer avec vous. Ils attendent de vous que vous fassiez entendre leur voix, que vous les aidiez financièrement, que vous leur apportiez protection. Et parfois, c'est un dilemme comme Zefnoun. Parfois, j'ai l'impression d'être le ministre des Affaires étrangères ou le ministère de l'Intérieur ou des Finances, mais ce n'est pas le cas. Et les gens ont des attentes et il faut trouver un moyen de gérer leurs attentes. Donc, il n'y a pas d'espace pour ces échanges, mais vous savez, les femmes afghanes sont extrêmement créatives et nous trouvons 1000 manières de continuer à non seulement
faire valoir, défendre leurs droits, mais aussi être plus résilientes. Et au sein de leur communauté, ces femmes mobilisent les hommes. Je dirige une organisation de la société civile qui est présente dans plus de 11 provinces d'Afghanistan. Je suis également membre de plusieurs coalitions à l'extérieur de l'Afghanistan. Et lorsque je parle à ces femmes, je leur demande, mais est-ce que vous pensez que cette idée est faisable? Qu'est-ce que vous en pensez? Et elles me répondent toujours, non, on va le faire, t'inquiète pas. En 3 semaines, nous avons réussi à échanger avec plus de 500 femmes sur 16 provinces du pays. Et je partagerai le rapport avec vous, d'ailleurs. Si nous avons de la chance, peut-être nous aurons l'occasion de venir à Genève et d'organiser une soirée pour la présentation de ce rapport. Mais voilà ce que font ces femmes. Elles sont résilientes, elles ont de la volonté, elles sont déterminées, engagées, elles veulent changer la donne et elles veulent se faire entendre. À présent, c'est à nous que revient la responsabilité de d'amplifier leur voix et de leur apporter un appui sûr et sécurisé, d'amplifier leur voix. Mais il faut être vigilant et ne pas interpréter à notre sauce ce qu'elles demandent et quelles sont les solutions qu'elles demandent pour l'Afghanistan. Parce que ça, c'est le risque aujourd'hui. Lorsqu'elles vous parlent de leur frustration, parfois on voit certains pays qui se servent de cette excuse, ce prétexte pour échanger avec les talibans. Elles nous disent qu'elles veulent des changements dans leur situation. Donc les pays vont parler aux talibans. Oui, très bien, allez parler aux talibans, mais n'interprétez pas ce que demandent les femmes, parce que les femmes demandent des changements pour elles-mêmes et non pas pour votre propre agenda politique. Je me souviens quand je suis journaliste, lorsque les États-Unis se sont retirés d'Afghanistan, je me suis dit, mais c'est un événement majeur du XXIe siècle. Ensuite, il y a eu la guerre en Ukraine, à présent, il y a Gaza. En tant que journaliste, est-ce que vous trouvez que votre voix, vous arrivez à la faire entendre? Vous dites que vous voulez porter la voix des femmes afghanes, mais est-ce que vous avez le sentiment que ce qui est dit est suffisamment entendu? Eh bien, on arrive à se faire entendre. Que les gens veuillent l'entendre ou pas, ça c'est une autre question, mais nous, on arrive à se faire entendre. Il y a 1 an, je me souviens, j'étais dans une agence onusienne et j'ai utilisé le terme apartheid de genre. Les gens n'ont pas aimé cela. On me dit, oh, il y a peu de femmes hors d'Afghanistan qui utilisent ce terme, mais il y a des femmes en Afghanistan qui ne sont pas du tout d'accord avec ce terme. Aujourd'hui, il y a 3 événements, à l'heure où je vous parle, qui ont lieu à New York sur l'apartheid de genre. Je viens exactement à l'instant d'en parler. Nous avons un programme sur l'apartheid de genre en Afghanistan. Donc voilà, nous arrivons à nous faire entendre. Donc ça, c'est le bon côté de la médaille. Ce qui est positif, c'est que toutes les femmes qui ont été évacuées après le 15 août, elles ont réussi à devenir militantes. Ces femmes, elles vont de conférence en conférence, de réunion en réunion, et elles parlent des droits des femmes, mais pas que. Elles parlent de la fin de cet apartheid de genre dans le pays. Et ça, c'est de la résilience. C'est même pas de la résilience, c'est du leadership. Parce que les hommes ne se bougent pas. J'étais il y a peu en Turquie à une conférence et j'étais sur un panel d'hommes. J'étais la seule femme et l'un d'entre eux, dès le début, il savait que j'allais les critiquer. Et il m'a dit, nous avons honte, nous n'avons pas été à vos côtés, mais à l'avenir, nous le serons. Et je lui ai dit, mais pourquoi à l'avenir? Pourquoi l'avenir, vous allez partager le pouvoir avec nous? Mais non, mais non. Nous allons négocier avec les talibans et nous allons partager le pouvoir, mais vous, vous restez en dehors de tout cela, exactement comme vous le faites en ce moment. Et ils ont peur de tout, et ils ont même peur de tuer un poulet. En fait, c'est vous la poule mouillée. Donc non, ils ne vont pas travailler avec nous, ni même pour nous.
Les Afghanes sont devenus tellement résilientes. Puis vous savez, il y a tellement de colère en nous, il y a tellement de colère que la seule manière d'exorciser cette colère, eh bien, c'est de continuer à faire entendre nos voix. Il y a énormément de documentaires sur les Afghans, différents programmes. Nous menons des études, des recherches sur la situation. Nous parlons des Afghans et Dieu merci, les réseaux sociaux existent. On me demande comment est-ce que j'ai pu poursuivre mon militantisme après le 15 août. Eh bien, c'est grâce à Zoom et grâce aux réseaux sociaux, parce que nous pouvons nous parler et la technologie apporte cette connectivité, ces plateformes qui nous permettent de poursuivre nos activités militantes. Alors, ce n'est pas chose aisée, mais pour l'instant, en particulier parce que le monde est pressé de normaliser les talibans, est pressé de nous faire taire de manière à ce qu'il y ait pas forcément une reconnaissance, mais au moins un dialogue politique. Eh bien, malgré tout cela, le monde n'a pas réussi à nous faire taire ces 2 dernières années et cela va continuer comme cela. Avant de ne parler de l'apartheid de genre, je voudrais que l'on parle du dialogue avec les talibans, parce que les ONG et l'ONU nous disent qu'il faut pouvoir continuer à échanger, il faut qu'un dialogue soit établi pour pouvoir apporter de l'aide et dialoguer avec les ONG dans l'Afghanistan. Est-ce que, selon vous, il y a un sentiment de frustration de la communauté internationale pour ce qui est de continuer à dialoguer avec les talibans? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre position sur le sujet? Est-ce qu'il y a d'autres manières d'apporter de l'aide à l'Afghanistan sans parler et collaborer avec les talibans? Eh bien, pour parler de dialogue, j'étais récemment en dialogue avec un think tank en Allemagne. Et ils m'ont demandé, qu'est-ce que vous pensez que l'on donne de l'argent aux talibans pour qu'ils ouvrent des écoles pour les filles? Et je dis, mais vous avez donné 2,9 milliards de dollars en 2 ans aux talibans au nom de l'aide humanitaire. Combien d'écoles est-ce qu'ils ont ouvert? Ici, il faut vraiment bien comprendre à qui vous parlez. Si on parle d'un gouvernement qui veut protéger son peuple et qui pourtant a ses propres limites, eh bien, on peut utiliser le bâton et la carotte. Mais ici, on a un groupe idéologique qui ne connaît rien d'autre que la violence. Qu'est-ce que vous pouvez attendre d'eux en termes de leadership, en termes de gouvernance? Vous pensez qu'ils vont vouloir être à la hauteur des normes internationales? Ça, c'est quelque chose de très important. Je sais que certaines de mes sœurs afghanes, si elles m'écoutaient, elles me critiqueraient, elles me bombarderaient peut-être même, mais moi, je ne suis pas contre le dialogue, parce que si nous pouvons ouvrir la porte, si même aujourd'hui nous pouvions convaincre les talibans de revenir en arrière sur toutes les limitations appliquées aux femmes et de former un gouvernement ouvert aux femmes, alors il gagnerait en légitimité. Je pourrais même accepter qu'il serait le gouvernement légitime. Nous sommes prêts à le faire, malgré les atrocités qu'ils ont commises ces 20 dernières années. Mais le problème, c'est que d'un côté, il n'y a pas de concession, pas de compromis du côté des talibans, et d'un autre côté, la communauté internationale vient nous voir et vient nous dire « mais vous êtes contre le dialogue ». Mais non, ce n'est pas vrai, nous ne sommes pas contre le dialogue. Il faut cependant veiller à ce que le dialogue produise quelque chose. Il y a eu un accord de paix avec les talibans et il est venu à la suite d'un dialogue. Même après l'évacuation, il y a des ambassadeurs qui dialoguent avec les talibans, qui postent leurs photos sur les réseaux sociaux. Donc je ne comprends pas pourquoi on nous dit qu'on est contre le dialogue, alors qu'eux-mêmes dialoguent avec les talibans. Ce n'est pas une question d'être pour ou contre, mais ce qu'il faut, c'est qu'on nous montre
les résultats de ces échanges? Est-ce que vous avez fait des progrès? Est-ce qu'il y a des choses qui en sont sorties? Et s'il n'y a rien, alors peut-être ne pensez-vous pas qu'il faudrait que vous réfléchissiez à ce que vous faites? Alors, une question de suivi. Comment pouvons-nous aider les Afghans en passant outre les talibans? Parce que les talibans sont l'obstacle. Alors, quand on veut, on peut, ma chère. Tout d'abord, il y a des centaines d'organisations de la société civile qui sont enregistrées en Afghanistan, hors d'Afghanistan. Certaines ne sont pas enregistrées. Il faut créer des mécanismes, s'arranger pour que de l'argent arrive dans les communautés pour que les femmes deviennent plus résilientes. C'est la première chose. Et c'est ce qu'il faut que nous fassions, tous et toutes. Outre cela, il faut convaincre vos gouvernements, les convaincre de mettre en place des mécanismes de pression sur les talibans. Pas des mécanismes incitatifs, mais des mécanismes de pression, des mécanismes de sanctions. Parce que pour quitter l'Afghanistan, il suffit qu'ils aillent au Qatar et à partir du Qatar, ils peuvent aller où ils veulent. Donc, à quoi servent les sanctions finalement? Il y a des pays qui ont des relations étroites avec les talibans. Eux ont un canal de communication avec les talibans. Il faut mettre la pression à ces pays. Le Qatar est un allié de la majorité de vos pays, des États-Unis, mais pourtant, le Qatar accueille, héberge les familles des hauts dirigeants talibans. Donc le Qatar est tout à fait en mesure de mettre des pressions sur les talibans. Ça, c'est la première chose. Ensuite, nous devons tirer les enseignements de l'histoire. Ainsi, le gouvernement de la République avait une légitimité interne, externe, le soutien de l'extérieur, des milliards de dollars dans le système, recettes domestiques. Les gens n'étaient pas satisfaits, mais personne ne voulait se débarrasser du gouvernement. Donc, comment est-ce que l'on sait que les talibans vont finir par tomber? On le sait, tout a une fin, mais il est important d'abord que nous puissions dialoguer entre nous et que les femmes qui auront prouvé qu'elles peuvent être dirigeantes dans des temps difficiles, à une période où même nos propres hommes nous ont abandonnés, eh bien nous avons lutté pour nos droits, pour nos valeurs, à l'heure où même le reste du monde nous a abandonnés. Donc, il faut que vous reconnaissiez notre résistance et notre résilience. Et ce sera à nous de créer un avenir pour l'Afghanistan qui sera facilité par les Afghans, parce que nous avons la capacité de réunir les factions politiques. Nous devons faire front commun contre les talibans et ensuite mettre des pressions sur les talibans. Il y a des gens qui peuvent mobiliser au sein de l'Afghanistan. Il faut que nous agissions pour créer une alternative. Et pour cela, il nous faut une stratégie à long terme et un partenariat stratégique. Mais par-dessus tout, nous avons vraiment besoin que le monde nous prouve qu'il croit en le leadership féminin. Parce que ces 20 dernières années, on ne l'a pas bien vu. Alors quand on va sur des plateaux comme celui-ci, bien sûr, on parle des droits des femmes. On voit des activistes, femmes, mais une fois que l'événement est terminé, alors les vraies discussions, la sécurité, l'économie, les relations internationales, l'intégration régionale, toutes ces questions, c'est juste des hommes. Les femmes ne sont pas invitées à la table. Ils ne voient des femmes que pour parler des questions de femmes. Merci beaucoup. Il nous reste 10 minutes avant que je n'ouvre le débat général. Phil, j'aimerais vous poser une question. Vous faites partie d'une campagne mondiale pour
inscrire l'apartheid de genre dans le droit international. D'abord, ma première question, c'est comment est-ce que vous définiriez l'apartheid de genre? Eh bien, c'est ce que vous avez vu dans le film. Il s'agit d'un système de lois, de politiques et de pratiques qui, de manière systématique et institutionnalisée, réprime et opprime les femmes et les prive de leurs droits fondamentaux. Pour l'ISHR, mon organisation, ce qui est essentiel lorsque l'on essaie de caractériser cela, c'est que ce qui donne la légitimité, c'est le leadership des femmes afghanes. Il faut reconnaître leur expertise et la législation internationale doit en tenir compte. Concrètement, une fois que ce concept sera reconnu dans le droit international, qu'est-ce que cela changera sur le terrain pour les femmes afghanes et iraniennes? Eh bien, la première chose qu'il faut comprendre, c'est pourquoi il est très important de bien mener le processus étape par étape. Il y a le processus politique et le processus législatif. Pour les femmes afghanes, la notion d'apartheid de genre correspond à leur expérience vécue. Comme Nargis l'a dit, l'une des préoccupations, c'est comment normaliser les relations, la normalisation des relations avec les talibans. La reconnaissance de l'apartheid de genre est un garde-fou contre la normalisation et d'exprimer une solidarité avec les femmes et les filles en Afghanistan. En ce qui concerne la reconnaissance juridique d'un crime, cela ouvre la porte à des enquêtes et à la reddition de comptes au niveau international et à la juridiction universelle dans des endroits comme la Suisse. Et encore plus important, le crime d'apartheid pose des obligations sur les auteurs, mais également sur des États tiers et à des entreprises qui doivent prendre des mesures actives pour supprimer l'apartheid de genre. Est-ce que vous pouvez nous indiquer certaines de ces mesures concrètes que les États pourraient entreprendre une fois que l'apartheid de genre sera reconnu? Eh bien, ils n'ont pas besoin d'attendre la reconnaissance de ce concept. Il y a plusieurs mesures que les États devraient prendre tout de suite. Premièrement, ils doivent écouter et amplifier les voix, l'expertise, l'expérience des femmes afghanes, les dirigeants, les activistes et faire en sorte que celle-ci ait une place à chaque table où l'Afghanistan est discuté, non pas uniquement dans des enceintes où on discute des droits des femmes. Les défenseurs des droits humains avec lesquels nous travaillons appellent de leur vœu un mécanisme de reddition de comptes international mandaté par le Conseil des droits de l'homme des Nations unies pour recueillir des preuves pour garantir la redevabilité future et ainsi que pour nourrir un processus de vérité et de réconciliation en reconnaissant que ces crimes n'ont pas commencé en août 2021. Il y a eu beaucoup de crimes qui ont été commis avant cette date. Les États peuvent également veiller à ce qu'il y ait une protection permanente et des voies sécurisées. Il y a peu d'États qui le font en faveur des femmes et des filles afghanes. Comme Nargis l'a dit, les États donnent leur soutien financier et diplomatique aux organisations locales et les organisations des femmes afghanes en exil. Les États peuvent également mettre au point des sanctions intelligentes et ciblées, des interdictions de voyage, des mesures à l'encontre de pays comme le Qatar et utiliser des leviers contre le Pakistan et le Qatar, qui sont les rares pays qui ont une influence sur l'Afghanistan. Vous avez parlé du droit international des sanctions. Nous avons vu l'inefficacité de ces sanctions à l'encontre de la Russie. Poutine a été jugé.
cela où il y a un mandat d'arrêt et pour lui, ce n'est absolument pas grave, il ne compte pas quitter le pays. Alors, une fois ce concept reconnu dans le droit international, comment faire en sorte que les talibans soient vraiment traduits en justice, devant la justice? La justice internationale est très lente, il est difficile de réunir les preuves, de construire de recueillir les preuves. Et malheureusement, trop souvent, il ne se passe rien. L'affaire n'arrive jamais devant les tribunaux. Eh bien, j'aimerais vous dire qu'il existe une solution magique, mais ce serait mentir. Ce qui est nécessaire maintenant, c'est de faire ce que nous pouvons maintenant pour soutenir les filles et les femmes afghanes en appuyant les organisations de la diaspora, les organisations nationales dans le pays, leur ouvrir la voie, des voies sécurisées de départ du pays. Nous avons compris que la paix n'existe pas sans justice et sans redevabilité. Il faut dès maintenant commencer à documenter les crimes et recueillir les preuves, sans quoi il ne peut y avoir de futur pacifique pour l'Afghanistan. Nargis, je vois que vous prenez des notes. Est-ce que vous souhaitez ajouter un mot à ce que Phil vient de dire? Oui, j'ai plusieurs éléments à ajouter sur les étapes suivantes. Je crois qu'il faut travailler avec les gouvernements sur les politiques étrangères. Et si les gouvernements ne veulent pas jouer le jeu, et bien avec les organisations de la société civile, je parle de politique étrangère féministe. Si nous arrivons à convaincre ces pays de demander la reconnaissance de l'apartheid de genre, je pense que cela aurait un impact. Les campagnes doivent se poursuivre au niveau international. Il faut absolument sensibiliser le public davantage. Dans certains cas, il faudrait non pas vraiment une formation, mais un programme interactif pour expliquer aux parlementaires ce qu'est l'apartheid de genre. Il faudrait qu'ils comprennent, qu'ils et elles comprennent ce que c'est et pourquoi c'est important. Donc, établir des coalitions mondiales, monter des campagnes et ensuite des mécanismes de reddition de comptes. Les immigrés qui viennent d'Afghanistan ne sont pas des personnes qui vont venir chercher du travail et une aide sociale. Ce ne sont pas des réfugiés économiques. Ce sont des personnes haut placées, des députés, des acteurs de la société civile, des personnalités des médias, des entrepreneurs. Nous avons de l'expertise, nous connaissons l'Afghanistan. Nous avons très envie d'aider notre pays. Alors, ces immigrés peuvent proposer des initiatives pour la campagne de reconnaissance du concept d'apartheid de genre. Je connais 20 ou 25 groupes qui ont déjà des initiatives à cet égard. Et sur la situation humanitaire en Afghanistan, les pratiques, l'extrémisme en Afghanistan, c'est tellement important parce que, je vous le dis, ce n'est pas le terrorisme qui va menacer vos pays, mais l'extrémisme. Les talibans sont en train de laver le cerveau des jeunes garçons et ils leur inculquent la charia la plus extrême en leur disant qu'ils sont les soldats de l'armée islamique et qu'ils ont la responsabilité d'attaquer tous ceux qui menacent l'ordre islamique.
c'est une véritable bombe à retardement qui est en train de se construire en Afghanistan. Donc, il faut discuter de l'extrémisme en Afghanistan, les trafics, les menaces sécuritaires. Le monde doit comprendre qu'il ne faut pas simplement dire « Oh, les femmes sont en mauvaise passe, il faut nous aider ici ». Cela a été très clair que personne ne voulait aider les femmes afghanes. Mais les groupes terroristes sont là et il faudrait que les pays comprennent qu'en s'attaquant à l'apartheid de genre, ils peuvent, dans un deuxième temps, s'attaquer au terrorisme et à la menace sécuritaire qui est en train de monter. Merci. Il nous reste 15 minutes. Je vais donner la parole aux membres du public. Il vous suffit de lever la main et d'attendre que le microphone vous soit apporté. On commence par vous. Merci beaucoup. Je m'appelle Marina Vutunen, DevTV, et j'ai une question très simple. Il y a tant de haine en Afghanistan contre les femmes. Les talibans haïssent tellement les femmes. Qu'est-ce qui leur prend? Est-ce que vous voulez recueillir plusieurs questions? Oui. Il y a une autre main ici, au milieu. Et en attendant que vous posiez votre question, est-ce que nous pourrions afficher le QR code pour la campagne sur l'apartheid de genre, si les techniciens peuvent nous aider? Ah, voilà. Le voilà. Alors, vous voyez le QR code que vous pouvez scanner pour obtenir des informations sur l'apartheid de genre et ce que vous pouvez faire pour soutenir la campagne. Merci beaucoup. Passons maintenant à la deuxième question. Merci beaucoup pour ce formidable film et cette discussion passionnante et inspirante. Merci, Nargis, pour votre partage. Voici ma question. Qu'est-ce qui inciterait les talibans à changer d'idée, d'attitude? C'est tellement ardu, cette lutte. On peut parler des droits des femmes, de l'apartheid de genre, mais quelles sont les actions que nous pourrions entreprendre qui seraient susceptibles de vraiment changer les choses sur le terrain? Très bien. Et une troisième question, peut-être, au premier rang. Okay, go ahead. Allez-y. So you mentioned Vous avez parlé de la charia. Nous savons que la charia ne pose pas uniquement problème en Afghanistan, mais également en Iran et dans tous les pays islamiques de la région du Proche-Moyen-Orient. Que pouvons-nous faire pour unir les femmes et les hommes afin qu'ils œuvrent, qu'ils luttent contre l'apartheid de genre et qu'ils demandent aux coupables de rendre des comptes? Merci. Ces questions me passionnent. Je vais commencer par la troisième question. Je préfère commencer par la fin. C'est un sujet sur lequel je travaille et c'est quelque chose qui me tient à cœur. En 2015, pour la première fois, j'ai fait valoir auprès des ambassades que leur problème, c'est qu'ils ne comprennent pas les pays islamiques. Vous devez comprendre que l'ensemble de la région
que dans toute cette région, la religion est très importante pour les gens. C'est un mode de vie, les valeurs, la vie quotidienne, c'est tellement ancré dans nos vies. Et ensuite, ces sociétés sont très traditionnelles et conservatrices. Pour nous, notre religion, c'est la ligne rouge. Ensuite, nous avons vu ces organisations de la société civile qui se créent. On leur dit qu'il faut sensibiliser les gens quant aux droits des femmes. Et je parle de nous-mêmes aussi. On parle de la Constitution, du SIDA, des mécanismes et des résolutions qui existent sur le plan international. Mais la question, c'est est-ce que ça fait vraiment la différence si ensuite un érudit islamiste vient et remet tout cela en question? Donc la question, ce n'est pas de ce que font les mécanismes internationaux, parce qu'au bout du compte, même pour les hommes, c'est une question de lutte de pouvoir. Moi-même, j'ai été confrontée à l'ego d'hommes instruits. Ça, c'est quelque chose qui sera toujours un problème. Mais là, on se retrouve avec des situations de violence, de discrimination, de masculinité toxique sur le terrain. Vous pouvez leur parler tant que vous voulez, ça ne changera pas grand-chose. Si vous allez voir un barbier et que vous leur parlez de toutes ces questions, et ils vont me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi? En revanche, lorsque vous leur parlez de la charia, du Coran, bien, ils se disent, mais ça, je connais, c'est ma religion. Ça, c'est une question qui a toujours été ignorée. Et cela nous a empêchés d'investir dans l'islam progressiste. Il y a des groupes extrémistes qui ouvrent des centaines de madrasas, eh bien nous, à l'inverse, nous devrions ouvrir 5000 madrasas d'islam progressiste, parce que l'islam, ce n'est pas la religion régressiste qu'il prêche. Pour ce qui est des talibans, je peux vous raconter une histoire très intéressante. Lorsque les négociations de paix ont commencé, ils ont dit, à l'époque, ils n'étaient pas au pouvoir, ils étaient disposés à discuter, et nous avons réussi à remettre cela en question. Les droits que l'islam confère, nous n'allons pas poser de questions à ce sujet. Mais nous avons vu, au bout d'un moment, que nous avons pu mettre en place des cours, créer un réseau avec des érudits islamiques. Et nous tenions des dialogues, nous pouvions poser des questions à ces savants, leur demander, leur poser des questions, leur demander quid de ceci, quid de cela, en islam, par exemple. Est-ce qu'une femme peut être politicienne? Est-ce qu'une femme peut être en affaires? Et sinon, pourquoi? Et d'un coup, ils se sont mis à parler des droits des femmes, non pas de l'islam, mais des droits des femmes avec une perspective traditionnelle afghane. Et on s'est dit, mais d'accord, donc en fait, vous pouvez tout justifier finalement. Donc, ma recommandation, c'est de ne pas voir l'islam et les sociétés islamiques comme une menace. Il faut voir l'islam comme la possibilité de lutter contre les groupes islamistes, parce que sinon, l'islam en tant que religion, comme un problème, eh bien, vous mettez à dos 22% de la population mondiale.
Et l'extrémisme, comme on le sait, mène au terrorisme. Donc à présent, c'est à nous qu'il revient de décider si on utilise ces outils ou si on les laisse les utiliser, si on fait face en apportant une proposition de monde ouvert et progressiste. Nous enseignons aux communautés à résoudre le conflit avec une perspective islamiste, à coexister avec une perspective islamique. Même pour des groupes comme les femmes, les pauvres, différents groupes marginalisés, nous regardons les droits sous un angle islamique parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à communiquer et à mettre en œuvre. boxes and all those like 100-page long manuals that we have developed so far that is not making so much of a difference. Thank you. Merci. Phil, that you were writing notes. Do you want to, Phil, je vois que vous preniez des notes. Souhaitez-vous réagir à ce que Nargis vient de dire? Oui, alors très rapidement, la campagne End Gender Apartheid arrive à un tournant en avril. Les États vont se réunir dans la 6e commission de l'Assemblée générale des Nations unies en avril à New York pour rédiger un texte sur les crimes contre l'humanité. Et les femmes d'Iran et d'Afghanistan appellent fortement à ce que ce projet de convention puisse définir et codifier le crime d'apartheid de genre. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens ici qui nous viennent de Suisse ou des États membres. Eh bien, sachez que les États membres de l'Union européenne, sachez qu'à ce stade, ni la Suisse ni l'Union européenne n'a appuyé les efforts pour codifier l'apartheid de genre dans les articles sur les crimes de l'humanité. Donc, nous sommes vraiment ici à un tournant crucial. Si vous voulez changer le cap des choses et changer la situation des femmes en Afghanistan, eh bien, il faut vraiment faire pression pour que cela codifie. Pour ce qui est de la deuxième question, comment mettre la pression sur les talibans? Comment est-ce que, selon vous, le régime des talibans va s'effondrer? Eh bien, sur la base de ce que l'on connaît et des livres que j'ai lus, bien, il y a la carotte et le bâton. La carotte a beaucoup été utilisée par la communauté internationale, mais cela n'a rien changé pour les talibans. Donc moi, je conseillerais d'au moins essayer de voir ce que donne le bâton. Et le bâton, ça commence par reconnaître l'apartheid de genre, parce que ça, ce sera un problème pour eux. Et ensuite, il faudra apporter un appui aux groupes actifs non politiques, c'est-à-dire la société civile, les gens en exil, les médias en exil, les femmes en exil, les factions politiques en exil, les encourager à se réunir et à définir une future trajectoire pour l'Afghanistan. Ensuite, il faut mettre la pression sur les pays qui ont des liens étroits avec les talibans. Il est important de créer un mécanisme pour veiller à ce que les talibans ne puissent pas bénéficier de l'aide qui est envoyée au peuple afghan. Parce que pour l'instant, c'est le cas. Et plus ils peuvent profiter de l'aide qui vient de l'extérieur, plus ils consolident leur pouvoir. Il faut donc faire preuve de créativité et d'apporter un appui à la population, que ce soit par le biais d'assistance humanitaire. Mais il faut veiller à ce que les talibans ne bénéficient pas de cela. Il y a des agences onusiennes, des organisations internationales qui, pour mener à bien leur projet, détournent des soutiens. Donc je pense que c'est important de prendre cela en compte. Si vous dépensez l'argent du contribuable au nom de l'assistance humanitaire, il faut que cela arrive au peuple et qu'il ne faut pas que ce soit détourné par d'autres groupes. Voilà la voie à suivre pour l'avenir. Et ensuite, eh bien, établir un consensus au sein de la communauté internationale, c'est quelque chose qui est très important pour nous.
Il y a même une concurrence maintenant entre les États membres pour savoir à qui a la meilleure relation avec les talibans. Il faut que les États membres puissent s'exprimer d'une seule voix lorsqu'ils échangent avec les talibans. Et il faut qu'ils disent très clairement aux talibans que cela fait 2 ans et demi qu'on attend et que rien ne change. Et que puisque rien ne change, il faut regarder les alternatives. Cela enverrait un signal très fort aux talibans, comme quoi la lune de miel est terminée. Il faut transformer les paroles en actes maintenant. Et j'espère que cela les convaincra de changer. Mais s'ils ne changent rien, cela ne signifie pas que nous devons nous contenter du statu quo en Afghanistan. Nous devons trouver des manières de faire bouger les choses. Et il faut procéder par essai, erreur, voir ce qui marche, voir ce qui ne marche pas. Si ça marche, continuer. Les femmes et le leadership des femmes, eh bien, il faut continuer à investir là-dedans. Les politiciens de ces 20 dernières années, on ne sait pas où ils sont partis, ils ont disparu. Donc ça, c'est une erreur également. Il ne faut pas redonner de pouvoir à ces gens. Et ensuite, la société civile, les médias libres, les réseaux sociaux. Ce qui fait vraiment la différence, eh bien, il faut continuer à investir dans ces gens. Et si quelque chose ne marche pas, eh bien, il faut passer à autre chose. Avec le passage du temps, certains groupes de talibans ne vont pas changer. Certains pourront changer en revanche, et d'autres, eh bien, les changements de la situation politique pourront leur convenir. Mais tout dépendra du peuple et des peuples. Est-ce qu'on arrivera à mettre la pression sur les talibans? Est-ce qu'on est prêt à cela? Parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas du tout de signaux allant dans ce sens de la part de la communauté internationale. Merci. Malheureusement, il va falloir conclure. Nous n'avons plus de temps. Alors très rapidement, vous avez demandé, mais c'est quoi leur problème aux talibans? Il faut vraiment comprendre, dans une société comme l'Afghanistan, après plus de 4 décennies de conflits, il y a énormément de garçons qui ont grandi orphelins, sans famille, qui ont grandi dans des madrasas et on leur a complètement lavé le cerveau. Et la majorité des talibans, si vous discutez avec eux, ils viennent de ce genre de milieu. Donc émotionnellement, vous ne pouvez pas échanger avec eux parce qu'ils ne savent même pas ce que c'est que d'avoir une famille. Ils ne comprennent pas ce que ça veut dire d'avoir une mère, d'avoir une sœur. Donc ce que je recommanderais, c'est que pour leurs soldats, un jour, on mette sur pied des centres de réadaptation, des centres de réinsertion, parce que c'est eux qui empêchent que les femmes afghanes soient reconnues. J'ai parlé à une militante qui a été détenue par les talibans et elle a été évacuée à l'étranger par la suite. Et je lui ai demandé, elle me dit, mais je ne me rappelle de rien et je n'ai pas du tout envie de parler d'eux. Dès qu'ils m'ont emprisonnée, ils ont commencé à me battre et me dire « Mais à cause des femmes, à cause de vous, les femmes, le monde ne nous reconnaît pas. » Donc, ils ont l'impression que tout est de notre faute. Nous, on ne les déteste pas. On est juste en colère parce qu'ils ne nous respectent pas et ils ne nous traitent pas comme des êtres humains. Mais je recommande vivement de trouver des manières d'ouvrir des centres de réinsertion, de réadaptation et de trouver des manières de faire machine arrière dans leur tête. Alors, ce ne sera pas facile, hein. Imaginez. Oui, moi, je suis une femme et je suis en train de demander des centres de réhabilitation pour eux. Mais il faut réfléchir à l'avenir et briser le cercle vicieux du conflit. Merci. J'avais une toute dernière question que je n'ai pas posée.
Est-ce que vous voyez la lumière au bout du tunnel? Parce que je dois dire qu'à vous écouter, je vois beaucoup de lumière. Mais je veux vous demander de répondre parce que vous êtes passionné et ce que vous nous avez dit dans vos réponses, eh bien, cela montre bien qu'il y a de l'espoir, qu'il y a des actions en cours et que tout cela trouve un écho et que tout est pertinent. Whether there is a light at the end of the tunnel or not, we are going to Qu'il y ait a light. une lumière au bout du tunnel maintenant ou non, il y en aura une parce que nous allons la créer. N'oubliez pas de vous inscrire au moyen du QR code. Faites pression sur vos gouvernements aussi. Okay, Merci. big round of applause to all our Soutenir la panelists. campagne contre l'apartheid de genre. Merci à tous nos intervenants, toutes nos intervenantes, et merci d'avoir été des nôtres ce soir.